Madame, Monsieur, bonsoir. L'industrie automobile au menu de questions d'actu ce soir. Au Maroc, l'immatriculation des voitures neuves poursuit son ralentissement dû à la pandémie. Mais le problème ne vient pas vraiment de la demande, mais plutôt de l'offre. Les prix des véhicules ont augmenté, certes, mais c'est la disponibilité des véhicules qui pose problème. Depuis 2 ans maintenant, les semi-conducteurs, ces composants électroniques majoritairement produits en Asie, viennent à manquer et pénalisant ainsi toute l'industrie automobile mondiale d'ailleurs. Et même si la pandémie est relativement derrière nous, ce n'est pas le cas de la Chine, principal fournisseur des semi-conducteurs, cette crise n'est pas épargnée par la guerre en Ukraine. La chaîne de valeur mondiale est pénalisée. Quid alors des alternatives? Quel positionnement optimal pour le Maroc qui a choisi l'automobile comme fleuron de son industrie? Le futur du secteur automobile au Maroc a d'ailleurs fait l'objet d'une étude de l'Institut marocain d'intelligence stratégique. L'auteur de cette étude et la co-auteure de cette étude est des nôtres ce soir. Elle se joint à nous par Skype depuis Nice, en France. Bonsoir, Hafsa El Bekri. Bonsoir, madame. Merci de vous joindre à nous. Merci pour l'invitation. Merci à vous. Et pour analyser et commenter cette crise de composants de véhicules avec moi sur le plateau, un manager international dans l'industrie et qui est dirigeant et fondateur du cabinet de conseil spécialisé en industrie automobile ITMC, Salim Rabani. Bonsoir et merci de vous joindre à nous. Bonsoir et merci pour cette invitation et bonne fête à tous vos téléspectateurs. Merci. Donc, si on faisait un diagnostic de l'industrie automobile aujourd'hui, Hafsa El Bekri, post-Covid, transition énergétique, écologique plutôt, on en parlera plus tard, mais post-Covid, guerre en Ukraine, et si on peut toujours et encore parler de post-Covid pour le cas de la Chine, comment se porte aujourd'hui l'industrie automobile ? Alors, justement, c'est l'objet d'un travail que nous avons mené en tant que professeur, chercheur à l'Université Euromède avec l'Institut marocain d'intelligence stratégique, l'INIS. Et ça vient en fait pour contextualiser, ça vient pour approfondir un premier travail qui a été déjà mené au lendemain de la crise Covid, de la pandémie. Donc, il s'agit d'un travail de réflexion sur justement la prospection des places possibles pour l'industrie automobile marocaine dans le cadre de ces reconfigurations des chaînes de valeur mondiales. Donc, au-delà de la crise conjoncturelle, on essaie de repérer les mouvements structurants qui d'ailleurs représentent un mouvement et une occasion propice pour la réflexion à la fois sur les espaces de production, les espaces technico-productifs, mais également les espaces de valorisation sur toute la filière. Donc l'objectif, c'est de voir comment les mutations que connaissent les chaînes de valeur mondiales viennent restructurer et éventuellement présenter des opportunités pour l'industrie automobile marocaine. Pour cela, nous avons essayé de travailler sur le plan méthodologique, sur une grille d'analyse bidimensionnelle. Nous avons repéré sur le plan stratégique quels sont les mouvements structurants, les mutations structurelles que connaît le secteur, notamment sur le plan de la digitalisation, de la décarbonation et de la mutation vers une industrie plus responsable, sur la question de la responsabilité toujours et de l'inclusion sociale, mais également et principalement sur l'aspect conjoncturel et les mutations post-Covid qui imposent déjà une restructuration autour de chaînes plutôt régionales. Et c'est une hypothèse qui est aussi confirmée par la crise actuelle et le conflit russo-ukrainien. Sur le plan opérationnel, sur la dimension opérationnelle, nous avons essayé d'analyser les implications de ces différents enjeux sur à la fois le financement, la formation, l'accompagnement institutionnel et la production, bien entendu, qui est au cœur justement de la stratégie industrielle au Maroc. Alors, en analysant les différentes justement vulnérabilités imposées par la crise et là on reconnaît qu'il y avait un effet dévastateur qui a été observé il
qui a conduit à une forme de paralysie de la production chinoise, compilée aussi à une rupture des chaînes logistiques, ce qui a justement fait que tout le processus de production s'est retrouvé carrément à l'arrêt pendant une bonne période. Mais même après la crise et la reprise post-Covid s'avère contrastée. C'est-à-dire que là, avec justement, comme vous l'aviez évoqué, la pénurie des composants électroniques, la question des semi-conducteurs, oblige les constructeurs, notamment par exemple le Renault au Maroc, à mettre à l'arrêt leur chaîne de montage pour certaines périodes au sein de leurs usines. Donc ça, c'est une question justement qui fragilise la chaîne de production et qui impose une nouvelle réflexion sur le nouveau positionnement que devrait porter et avoir le Maroc dans cette industrie automobile. Nous allons certainement y revenir à ce repositionnement et à ces hypothèses et scénarios de relocalisation, notamment en termes de composants électroniques. Salim Labani, la même question. On voit en tant que professionnel, ça fait plusieurs années, vous avez bien sûr vécu cette mutation du Maroc et son positionnement sur cette chaîne de valeur automobile. La crise est loin d'être derrière nous, finalement, dans cette industrie. Tout à fait. Alors, on peut dissocier, je pense, deux photos. Le Maroc et le reste de l'automobile. Le Maroc est principalement un acteur, je dirais, de la plateforme régionale euro-africaine et c'est son marché de prédilection. Ce marché est un marché qui a une évolution, je dirais, différente des deux autres gros marchés de l'automobile que sont respectivement l'Amérique du Nord et l'Asie du Sud-Est, avec bien sûr la Chine en tête. En ce qui concerne le Maroc, il a pleinement, je dirais, été impacté par le phénomène Covid, qui a bien sûr mis à l'arrêt l'ensemble de l'industrie, notamment automobile, pendant 3 mois, tant les usines de constructeurs automobiles que les fournisseurs, que même la demande, puisque même les clients étaient empêchés, je dirais, d'acheter des véhicules. Au-delà de ça, le Maroc s'est très bien repris sur la fin de 2020 et sur 2021. Puis, le secteur automobile marocain a été impacté, je dirais, par deux phénomènes. Bien sûr, les difficultés de la supply chain sur les semi-conducteurs qui ont impacté les constructeurs installés au Maroc, mais également tous les constructeurs installés en Europe et au-delà dans le monde, je dirais en Amérique du Nord comme en Asie. Et puis, deuxièmement, il a été impacté par la crise ukrainienne qui a mis à l'arrêt, je dirais, les sites européens situés principalement au nord de l'Europe, donc essentiellement les sites allemands qui étaient tributaires, je dirais, de la chaîne de valeur du câblage. En Ukraine. En Ukraine, bien sûr, puisque la chaîne du câblage en Ukraine, c'est à peu près 30 000 personnes et une dizaine de, je dirais, ce qu'on appelle dans le métier des méga-usines de câblage. Donc voilà un peu pour la situation à l'heure actuelle. Au-delà de ça, ce qu'on peut dire, c'est que le Maroc, je dirais, comme d'habitude, tire son épingle du jeu. Je m'explique. En 2008, nous avions vécu une crise pas du même acabit, avec des facteurs complètement différents, mais qui a eu un impact, je dirais, quasiment similaire sur le secteur. Le Maroc, à l'époque, avait été impacté ponctuellement et conjoncturellement pendant, je pense, un semestre, voire 2 semestres, puis avait bénéficié à plein de la reconfiguration, donc je dirais de la tectonique des plaques automobiles qui délocalise en masse. Aujourd'hui, avec le conflit ukrainien, on peut dire qu'une opportunité en or s'ouvre pour le Maroc, puisqu'il a le potentiel et la capacité de récupérer une grosse partie des chaînes de valeur installées au nord de l'Europe. On y reviendra aussi. Mais si on parlait de cette crise des semi-conducteurs, parce qu'on entend souvent parler de cela, mais si on y voyait de plus près, pourquoi l'automobile est-elle si touchée? À quoi servent techniquement les semi-conducteurs et on reviendra aussi à la question de qui les fabrique. Peut-être une réponse, Hafsa Bekri, par rapport à ces semi-conducteurs, à leur utilité dans un véhicule. Alors, justement, on entend parler des semi-conducteurs et l'industrie automobile est évoquée comme une industrie, disons, gourmande
en semi-conducteurs. Parce que c'est des composants électroniques qui, par exemple, les puces des mémoires, les processus de tous les appareils électroniques, les systèmes d'infodivertissement connectés, les capteurs destinés aux fonctions de sécurité et d'assistance. C'est ça, en fait, la place de ces semi-conducteurs dans l'industrie automobile. Et donc, aujourd'hui, l'électronique représenterait, selon certaines études, d'ici 2030, la moitié du prix d'un véhicule neuf. Et les semi-conducteurs à eux seuls, ils devraient représenter, disons, $600 pour un véhicule à ces dates d'aujourd'hui, contre $300 en 2013. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a, une place de plus en plus importante que prennent les semi-conducteurs dans la construction automobile. Maintenant, par rapport à votre question, c'est-à-dire pourquoi depuis un moment semi-conducteurs, on parle de cette pénurie en fait à l'échelle mondiale, pourquoi c'est devenu un enjeu et un sujet d'ordre politique, au point que tous les gouvernements, toutes les grandes puissances, disons, en font une question et une priorité stratégique. On voit aussi des géants de la technologie qui deviennent de plus en plus regardants face à cette question des semi-conducteurs. On voit il y a quelques mois Apple qui a lancé sa propre disons, production puce, exactement. Et donc, on se demande pourquoi. Alors, là, par rapport à la production justement mondialisée, les semi-conducteurs connaissent une géopolitique de la production qui est fortement mondialisée dans le cadre d'une fragmentation et une spécialisation de la chaîne de production. C'est-à-dire, il y a un modèle sous un modèle de faiblesse. C'est-à-dire il y a une fabrication qui est dissociée de la conception. Par exemple, les États-Unis sont spécialisés dans la conception des circuits intégrés, la Corée du Sud dans les puces à mémoire, le Taïwan, l'Asie du Sud-Est, c'est dans les services de fonderie des puces. Et donc, on voit une spécialisation et une fragmentation de la spécialisation au niveau du modèle de production faiblesse qui caractérise justement cette filière et qui fait justement, par exemple, du Taïwan la plaque tournante des services de fonderie. Et donc, c'est de la production de puces qui sont conçues ailleurs. Alors, là, on voit que justement, c'est... Déjà en février 2021, on parle de la pénurie. Avec la Covid, on parle de la pénurie. Mais il faut reconnaître aussi que c'est un problème qui ne date pas de la Covid, de l'effet conjoncturel de la Covid. Mais si on voit un peu plus tôt, il y a aux États-Unis en 2014, il y avait déjà un dispositif de contrôle des investissements étrangers dans le secteur des semi-conducteurs, bien sûr de certains prédateurs étrangers, notamment chinois. Le plan CHIPS Act for America, qui a été donné comme modèle et qui a inspiré les modèles du Japon et de l'Union européenne. Donc on voit qu'il y avait déjà une volonté de réaliser une certaine souveraineté industrielle dans les semi-conducteurs, et l'empilement des crises a conduit à une morosité sur le marché des semi-conducteurs. Aujourd'hui, il y a 3 jours, on voit que par exemple le patron Intel, qui est un fabricant américain des puces, a annoncé que la situation de crise durera jusqu'en 2024. Donc, la pénurie durera quand même sous également, bien entendu, la crise ukrainienne, parce que, comme vous le savez, l'Ukraine et la Russie détiennent des parts très importantes dans certaines matières premières, notamment, je pense qu'il y a un chiffre de 90% pour l'Ukraine dans la production mondiale du néant,
qui est un gaz indispensable à la production des semi-conducteurs. La Russie aussi détient une part très importante, de l'ordre de 31%, 35% si je ne me trompe pas, de la demande mondiale du palladium, qui est aussi un métal essentiel dans la production des processeurs. Et donc aujourd'hui, avec cette crise, on voit qu'il y a aussi un effet d'empilement de crise qui fait que la pénurie des semi-conducteurs durera plus longtemps que prévu. Bon, elle va certainement durer. Vous faites bien de faire référence à cette déclaration du patron d'Intel. Hein. Mais aujourd'hui, il y a une autre question qui se pose. Vous avez parlé de souveraineté industrielle. Il y a certains fabricants, Salim Rabbani, de semi-conducteurs qui privilégieraient le national, c'est-à-dire les équipementiers nationaux, au détriment d'équipementiers européens, pour ne citer que l'Europe. Est-ce que vous confirmez cette tendance, et en l'occurrence asiatique, hein? C'est-à-dire qu'il y aurait des fabricants de semi-conducteurs coréens qui privilégieraient de fournir des semi-conducteurs à des constructeurs coréens au détriment d'autres constructeurs. Bon, nous ne sommes pas dans les secrets des dieux, je pense, mais tout est possible dans ce marché, puisque aujourd'hui, effectivement, du fait de la pénurie de semi-conducteurs, notamment dans l'automobile, on est quasiment dans des marchés spot. C'est-à-dire les semi-conducteurs se négocient au jour le jour, avec un panel d'acheteurs et un panel de brokers en face, un peu comme ce qu'on a pu observer sur le marché de l'énergie. Peut-être pour aller au-delà de ça, effectivement, peut-être que les fabricants coréens, je dirais, donnent la préférence à leurs constructeurs, mais ça serait fort étonnant parce que le process de fabrication de semi-conducteurs, comme l'a dit la professeure Sa, est un processus, je dirais, très complexe, qui comporte plus de 300 étapes. Et l'ensemble du process, je dirais, est dispatché de manière mondiale. Pour faire très simple, la R&D est localisée globalement aux États-Unis et légèrement en Europe, c'est-à-dire la conception du chips est faite aux États-Unis. Les Américains ont un monopole de fait sur cette étape du process, qui est le premier. En parallèle, il faut savoir que le secteur des semi-conducteurs est un secteur très, très capitalistique. Pour donner un ordre de grandeur, la R&D représente en moyenne 20 à 25% du chiffre d'affaires du secteur. C'est énorme. C'est énorme. Donc, cette partie de la chaîne de valeur est maîtrisée par les Américains. La partie manufacturing est effectivement maîtrisée en majorité par les acteurs sud-asiatiques, essentiellement le Japon, la Corée du Sud et Taïwan. Et puis, au final, on a ce qu'on appelle les usines d'assemblage qui sont, elles aussi, globalement implantées en Asie du Sud-Est. En ce qui concerne l'automobile, en fait, je dirais les difficultés que traverse l'automobile sur ce marché sont dues à 3 facteurs clés. Premièrement, le secteur, avant d'être atteint par le Covid, était déjà en phase de désinvestissement du fait d'une baisse, je dirais, de son chiffre d'affaires, puisqu'il était passé de 470 milliards de dollars à 410 milliards de dollars en 2019. Depuis, il a repris du poil de la bête et aujourd'hui, les estimations projettent un chiffre d'affaires de 1500 milliards de dollars en 2025-2026. Donc le secteur est en train de se mettre en ordre de marche, investit de manière très très conséquente pour pouvoir, je dirais, fournir ce marché qui est globalement drivé par 2 secteurs. Le secteur des télécommunications, qui pèse 25% du marché des semi-conducteurs. Le téléphone, la 5G, etc. Puis le marché les télécoms et puis le marché des portables, qui pèse 20%, je dirais, de l'ensemble de ce marché. L'automobile n'est qu'un acteur secondaire des semi-conducteurs. Il ne pèse à peu près que 8 à 10% du marché et il est traité comme il se doit, c'est-à-dire en tant qu'acheteur secondaire. Voilà une des explications. Le dernier point, c'est que, je dirais, les achats dans l'automobile lors de la crise Covid ont surréagi, on peut dire ça comme ça, et ont annulé leur portefeuille de commandes à moyen long terme, qui ont été automatiquement réalloués aux grands consommateurs, ce qu'on évoque, la 5G, les portables, les PC, etc. Ils n'ont pas subi les effets de la Covid. Hein, exactement, au contraire. Et donc, je dirais, l'automobile s'est retrouvée coincée à contre-cycle.
Voilà. Oui, bon. Pourquoi aujourd'hui l'Europe dépend-elle autant ? Il y a eu cette fragmentation qu'a évoquée professeur Bekri, mais pourquoi les équipementiers n'ont pas trouvé de parade, n'ont toujours pas trouvé de parade, parce que ça ne date pas d'hier et ça ne date pas d'aujourd'hui, hein, cette crise des semi-conducteurs. Tout à fait. Pour l'automobile, il y a en fait, le secteur est très concentré. Il y a 5 fournisseurs pour l'automobile, Texas Instruments, Infineon et quelques autres. Et donc, de ce fait, il y a très peu de possibilités, rapidement en tous les cas, pour la supply chain automobile de se reconfigurer vers d'autres fournisseurs. Cela d'une part. D'autre part, en termes de capacité, la mise en place de capacité dans ce secteur est très longue. Une nouvelle usine, ça prend 18 à 24 mois et ça coûte en moyenne entre 10 milliards et 20 milliards de dollars pour les usines de pointe qui font du one-digit nanomètre. Donc voilà, donc ceci expliquant cela, l'automobile va devoir patienter au minimum jusqu'à la fin de l'année, voire jusqu'à l'année prochaine, comme le prédit le patron d'Intel, pour pouvoir se retrouver dans une configuration, je dirais, pacifiée. Professeur Bekri, donc aujourd'hui, il y a un autre problème qui se pose, selon nombre d'observateurs, ce sont les fabricants des machines destinées à la conception des puces. Donc là, en gros, ce n'est même pas le produit fini qui pourrait poser problème, mais les machines qui le fabriquent. Alors, justement, pour faire un peu le lien avec notre étude, parce que là, il y a justement la question des mutations que connaît le secteur automobile de manière générale, sur le plan à la fois écologique et digital et technologique. Donc, si on fait la combinaison entre ces deux enjeux, il y a le secteur et depuis longtemps décrié pour son empreinte carbone et ses effets écologiques très négatifs, ce qui soulève la question de quel serait le mix motorisation à favoriser, notamment pour le Maroc et pour l'industrie de manière générale, pour les constructeurs donneurs d'ordre pour l'industrie marocaine, c'est-à-dire quelles énergies pour les industriels, notamment au Maroc, est-ce qu'on va passer à une batterie, c'est-à-dire le choix de la batterie électrique. Et la deuxième question, c'est-à-dire dans l'accompagnement et dans la digitalisation, c'est comment aussi on évolue vers une smart card, et c'est ce qui fait que les deux variables digitalisation et verdissement qui donnent cette forte aussi présence des composants électroniques et des semi-conducteurs dans la construction automobile, et qui aussi appelle une réflexion pour l'industrie automobile marocaine, du choix de son positionnement. Est-ce que ce sera de la digitalisation? Parce que tout à l'heure, vous aviez parlé de l'Europe et de la souveraineté digitale. Et là, juste pour un peu donner un chiffre, c'est-à-dire que l'Union européenne détient 10% seulement de la production mondiale des semi-conducteurs, ce qui aussi fragilise sa position et sa souveraineté en matière de production des semi-conducteurs. Il y a une autre industrie, si vous n'avez rien à ajouter sur le volet de semi-conducteurs, il y a une autre industrie qui est aussi touchée. Vous avez quelque chose à ajouter peut-être, Salim Lebani? Alors sur le secteur des semi-conducteurs, on a évoqué les aspects marché et business. Il est important aussi d'évoquer, comme le souligne le professeur, qu'on a affaire à un secteur stratégique pour les grandes puissances, notamment pour les Américains, bien évidemment, également pour les Chinois, pour les Russes et pour les Européens. Ce marché aujourd'hui est dominé à 40%, puisque c'est les Américains qui détiennent 40% du marché, avec 90% de la R&D entre leurs mains. Il est après dominé par, je dirais, le sud-est asiatique hors Chine, et la Chine essaie depuis maintenant 20 ans de rattraper son retard. Le gap à franchir est de deux ordres. Un, en termes de niveau technologique, puisqu'aujourd'hui on est sur des chips de l'ordre de 5 nanomètres,
Les seuls à maîtriser cette technologie aujourd'hui, c'est les Américains avec les Sud-Coréens et les Taïwanais. Il faut bien comprendre que les Sud-Coréens, les Japonais et les Taïwanais, je dirais, travaillent dans la même cour que les Américains, bien évidemment. Les Chinois et les Russes étant, je dirais, relégués sur un autre plateau. Et cette taille est aujourd'hui uniquement maîtrisée par ces acteurs-là. Or, c'est cette taille-là qui permet de développer la 5G, l'intelligence artificielle, les objets connectés, etc., qui sont en fait, je dirais, la haute technologie du XXIe siècle et du futur, et qui sont des impératifs pour tout pays qui veut avoir une souveraineté industrielle. La Chine, aujourd'hui, est capable de faire entre 15 et 20 nanomètres. Les Russes sont capables de faire entre 40 et 50 nanomètres. L'automobile n'est pas impactée par cette guerre technologique puisqu'elle consomme du 40-50 nanomètres. Elle n'est pas concernée, je dirais, par ce phénomène. Donc cette guerre auquel nous assistons est une guerre économique avec un arrière-fond stratégique, avec, je dirais, des mesures et des contre-mesures juridiques, puisque les Américains sont très, très agressifs sur le plan juridique, sur tout ce qui concerne les semi-conducteurs, notamment avec l'acte qu'a évoqué le professeur, mais également avec des prises je dirais, de participation capitalistique dans toutes les pépites ou les start-up qui œuvrent dans ce sujet. Voilà. Et est-ce que l'Europe pourrait aussi, ou est-ce qu'on peut parler de relocalisation à présent? Est-ce qu'on peut, si on ne peut pas relocaliser tout de suite la production de puces, qu'en est-il du câblage? Aujourd'hui, il y a une crise du câblage due à la guerre en Ukraine, parce que l'Ukraine, vous l'avez cité tout à l'heure, dispose quand même, c'est un grand fournisseur, notamment pour les constructeurs européens, allemands en l'occurrence. Est-ce que cela peut être contourné et à court, moyen terme? Parce que là, on parle d'une guerre aussi qui va durer. Il n'y a pas que la crise des semi-conducteurs qui va durer, mais d'une manière ou d'une autre, celle en Ukraine va durer certainement. Alors, quel contournement et quelle relocalisation et quelle opportunité pour le Maroc? Merci pour cette question très pertinente. On espère que ce conflit ne va pas trop durer, mais on croise les doigts. En ce qui concerne le Maroc, je dirais le Maroc a déjà commencé à se positionner sur ce secteur du câblage, puisque vous savez que le Maroc aujourd'hui aussi est une terre de câbleurs, puisqu'on a tous les plus grands acteurs mondiaux qui sont installés chez nous, et on observe déjà les premiers transferts, voire les premières opérations de sécurisation des capacités installées en Ukraine. Ceci a été un des éléments de réponse à cette crise. Les câbleurs ont néanmoins quelques câbleurs ont néanmoins choisi d'autres réponses, notamment les câbleurs, je dirais, allemands, qui ont relocalisé leur production plutôt dans des pays de l'Est tels que la Roumanie ou des choses comme ça. Et on observe également quelques câbleurs, avec notamment Léonie, qui est un grand acteur du marché marocain, qui a carrément qui a bien sûr gardé ses usines en Ukraine, mais s'est fait un point d'honneur de continuer à les faire tourner dans un mode semi-crise, semi-urgence. Ça, c'est pour la réaction à court terme. Ce qu'il semble se dégager sur le long terme, c'est effectivement une sécurisation de ces capacités installées là-bas, parce que, comme vous le dites, il paraîtrait que ce conflit va perdurer, et auquel cas, il est important pour ces industriels-là de sécuriser. Mais on observe aussi en parallèle un contre-mouvement, je dirais, qui a plutôt des raisons géopolitiques et qui consiste à maintenir les unités industrielles là-bas, je dirais, dans une sorte de soutien au pays, en l'occurrence à l'Ukraine. Mais jusqu'à quand? Je veux dire, il y a aussi cette question de faire tourner la machine. Clairement, c'est le cas de le dire. Alors la réponse est peut-être entre les mains du gouvernement ukrainien et russe et aux autres parties prenantes de ce conflit. Très bien. Une réaction sur ce volet câblage, professeur Bekri? Tout à fait. Alors justement, mais justement dans la nouvelle conjoncture avec la crise russo-ukrainienne, justement on observe déjà, par exemple, j'avais l'exemple de Sumitomo Electric qui ont déclaré à un moment que ils vont délocaliser leur production de l'Ukraine vers la Roumanie et le Maroc.
Et donc, on voit que déjà l'hypothèse qu'on avait posée d'une relocalisation, d'une organisation des chaînes de valeur autour de la région, du voisinage européen, commence à se définir de manière plus claire. C'est-à-dire on passe d'un voisinage est vers un voisinage méditerranéen, et ce qui constitue une opportunité, une aubaine aussi pour le Maroc, et qui devra justement saisir. Maintenant, comment préparer justement la suite? Parce que là, l'effet, il est conjoncturel, il est à court terme. Comment préparer la suite pour pouvoir recevoir plus d'investissements, pour pouvoir recevoir plus d'opérateurs du moment que nous avons déjà le point fort, c'est cette stratégie d'écosystème qui fait un peu l'atout de l'industrie automobile marocaine. Là, la question se pose justement parce que il y a tout un projet de décarbonation qui est en préparation au niveau de l'Union européenne. Donc, comment les industriels au niveau marocain aussi organisent leur transition vers cette transition et cette industrie décarbonée. Et là, toujours, l'organisation en écosystème favorise cette diffusion des bonnes pratiques, c'est-à-dire la mesure d'évaluation des tiers, par exemple, de la loi Sapin 2. Elle permet ce contrôle et cette responsabilité partagée à la fois de l'entreprise elle-même, mais également de ses fournisseurs. Donc, il pourrait y avoir, dans le cadre de cette stratégie d'écosystème, une bonne diffusion des bonnes pratiques. Il y a le Green Deal, le CBAM qui est en cours de construction en Europe, et donc la transition vers cette industrie décarbonée devrait se poser aussi dans l'industrie automobile. Il y a également cette question, parce qu'on parlait tout à l'heure de la souveraineté digitale de l'Union européenne, et comment justement aussi au niveau marocain et au niveau de l'industrie automobile marocaine, on pourrait aussi développer et accompagner, développer l'écosystème favorable à l'accueil des composantes et de l'évolution de la filière, que, comme on le voit, la valeur ajoutée, elle est en train de se déplacer de la fabrication vers des services associés à l'usage de la voiture, et qui englobe justement une myriade d'acteurs qu'il faudrait aussi intégrer dans l'écosystème présent et développer les chaînons manquants dans notre industrie. Quels sont ces chaînons manquants, justement, professeur Bekri? Pardon, Quels sont ces chaînons manquants dans l'industrie automobile au Maroc? Alors ça, c'est justement, en fait, c'était un travail que nous avions déjà fait au lendemain de la crise, c'est-à-dire de repérer les chaînons manquants. Et il s'est trouvé que même, au niveau de la MICA aussi, il y a un travail de repérage des commodités et des processus qui sont en développement ou qui sont à développer. Par exemple, les commodités en attente de développement. Je prends par exemple, selon la MICA, il y a les pneus, il y a les écrans, la radio, le cuir, la fonderie fente. Donc ça, c'est des commodités en attente de développement qui ne sont pas encore développées. Et puis les commodités et les processus qui déjà sont en cours de développement. Je prends quelques exemples. Les tubes aluminium, le chromage. Voilà, donc il y a quand même un travail de veille et déjà très smart de repérer quels sont les chaînons manquants, et qu'il faudrait peut-être aussi développer en synergie avec d'autres industries, notamment l'industrie aéronautique. Très bien. Par rapport à ces enjeux que vous avez évoqués tout à l'heure, et une réaction, Salim Rebani, Madame Bekri a évoqué des enjeux institutionnels, des enjeux de formation, mais aussi des enjeux de financement, en plus des chaînons manquants. Vous, en tant que professionnel, que pouvez-vous nous dire là-dessus et sur cette
depuis la Covid, on entend beaucoup parler de la résilience, de cette résilience de cette industrie automobile qu'on peut carrément définir comme naissante chez nous. En tout cas, merci pour cette question. Le secteur automobile est effectivement un secteur qui s'est encaissé les chocs pour une raison très simple, c'est que est-ce que vous pouvez vous imaginer un monde sans voiture ? Ça paraît un peu difficile. Donc, de ce fait, il est toujours là et ces entreprises, du fait de la compétitivité, je dirais, du secteur automobile et du très haut niveau d'exigence du secteur automobile, les entreprises qui en font partie sont des entreprises en général très bien structurées et qui savent absorber ce genre, je dirais, de cycle de baisse. Pour revenir à la question, je dirais pour le Maroc, il faut d'abord applaudir, je dirais, la trajectoire du Maroc depuis 20 ans, qui a su très bien se positionner, tant au niveau, je dirais, des différents plans industriels, avec le dernier, le plan d'accélération industrielle et le concept des écosystèmes, et qui a su s'inscrire, je dirais, dans une vision plus globale, souveraine. Il faut aussi saluer, je dirais, l'ensemble des acteurs qui ont contribué à ce succès. Je pense notamment au ministère de l'Industrie, à la MICA, à la Somaca qui aujourd'hui est devenue Renault, mais qu'il ne faut pas oublier est le point de départ de tout ce qui a pu se faire dans l'automobile. Aujourd'hui, le Maroc arrive un peu à la croisée des chemins en termes de positionnement et de continuité, je dirais. Avec une capacité installée de 600 000 véhicules, il est certainement présent sur tous les radars des acteurs du marché automobile. Pour pouvoir consolider sa position, il faudrait qu'il puisse dépasser le cap du million de véhicules, ce qui, je dirais, légitimerait économiquement l'implantation et l'approfondissement de la chaîne de valeur automobile, parce que vous savez bien qu'il y a un effet de masse ou un effet volume dans ce secteur. Les métiers à approfondir ont été cités par le professeur, la fonte, le métal. Il reste un point faible qui est l'accès aux matières premières, voire la production des matières premières ou la première plutôt transformation des matières premières dans le pays. Je pense, pour ma part, que ça reste un objectif à moyen-long terme, puisque nous ne sommes pas un grand producteur de minerais. Que ça soit le pétrole pour le plastique ou le métal pour le métal. Et donc, on a quand même une industrie, excusez-moi de vous interrompre, on a une industrie de sidérurgie plutôt, qui est ancienne et historique. Tout à fait, mais les volumes automobiles aujourd'hui peuvent l'alimenter en partie, mais ne peuvent sûrement pas lui donner une assise financière économique soutenable. Pour donner un exemple très concret, aujourd'hui l'automobile en termes de métal que pourrait produire Maghreb Steel, c'est un volume de l'ordre de 50 000 à 100 000 tonnes par an pour une capacité de Maghreb Steel qui est de l'ordre de 2 millions de tonnes. Oui. Donc on parle de quelque chose de 5 à 10%. Bien sûr, il faut que les industriels marocains, et c'est peut-être je dirais, une des parties où il y a vraiment encore des gros efforts à faire au Maroc, c'est impliquer l'ensemble du tissu industriel marocain, que ce soit les gros acteurs et les gros capitaines d'industrie comme les moyennes et la petite entreprise dans ce secteur automobile. La barrière reste le niveau d'exigence malgré tout et bien sûr les aspects financement. Mais pour terminer sur le Maroc, clairement sa stratégie est claire. Grandir en termes de volume, grandir en termes d'approfondissement du métier et je dirais du nombre d'éléments de chaîne de valeur dans le pays. Et enfin, pour terminer, par rapport à toutes les évolutions que connaît le secteur, notamment la connectivité, l'électronique, l'électrification, le Maroc est déjà positionné dans le sens, avec notre réseau d'équipementiers, nous fabriquons déjà beaucoup de composants, câblage et autres d'ailleurs, qui vont dans des véhicules électriques. Donc naturellement, nous sommes entraînés dans ce mouvement de fond. Je mettrai un bémol par contre. Il est vrai que le moteur électrique est quelque part le futur de l'automobile, mais il ne faut pas oublier que dans les pays sous-développés, voire les pays émergents, le moteur thermique restera encore pendant de très longues années majoritaire et même le seul capable de répondre aux besoins fonctionnels de ces pays-là. Et peut-être capitaliser sur un savoir-faire qui existe déjà, mais se diriger vers d'autres marchés
pour son export, pour l'export de la production. Là, vous mettez le doigt sur un point très important. Le Maroc est arrimé à la plaque régionale européenne. Ses principaux marchés d'export sont la France et l'Allemagne, pour être très clair. Et il serait très, très intéressant pour le Maroc de commencer à diversifier ses marchés, notamment vers l'Asie et vers l'Amérique du Nord. L'Afrique reste un Eldorado, mais un Eldorado aujourd'hui où les volumes sont encore très faibles et où on est plutôt sur des stratégies de long terme. Très bien. Et ce serait du ressort de qui, du coup ? De l'ensemble du Maroc, Est-ce que c'est les acteurs du privé ou c'est l'État finalement pour orienter les exportations ? Alors je vais être très franc et je vais lancer un appel à M. Riyad Mezour. Il est certain que ce mouvement ne peut être fait qu'avec l'appui fort et direct de l'État marocain. C'est clair, le message en tout cas est clair à l'intention du ministre de l'Industrie et du Commerce. Professeur Hassan Bakri, il y a un enjeu qui est cité parmi les recommandations de cette étude, rappelons de cette étude dont vous êtes la co-auteure, et qui parle de cette résilience économique de l'industrie automobile. Il s'agit du capital investissement et donc du financement. Quelles sont les recommandations, vos recommandations sur la base de la grille analytique que vous avez opérée dans le cadre de cette étude pour justement pousser et tirer vers le haut l'investissement dans l'automobile? Alors, merci pour la question. Justement, dans notre travail, nous avons essayé d'abord, le fait de parler en fait du capital investissement, c'est en lien avec l'enjeu de l'intégration du capital marocain dans l'industrie automobile. Et ça de manière générale, mais également la question du financement, elle se pose dans les différents enjeux. Par exemple, on parlait dans cette chaîne, dans l'amont de la chaîne de valeur automobile, de la recherche et développement. Donc, comment aujourd'hui, si on souhaite justement se positionner dans la digitalisation, dans la production éventuellement des semi-conducteurs, comment développer la recherche et développement, comment financer les startups et comment renforcer aussi l'offre d'instruments de financement et d'accompagnement des projets innovants. Ça, c'est une question qui se pose par exemple dans la digitalisation. Aussi si on veut aussi suivre, parce que là, M. Rabani, il parlait d'un cycle de vie de la production. En fait, la batterie électrique, c'est peut-être l'avenir dans certains pays, mais il ne faut pas oublier que justement, dans d'autres pays, c'est pas le cas et que avec l'éclosion d'une classe moyenne, on va toujours voir les autres types, l'autre type de batteries dans certains pays. Notamment émergents. Donc le positionnement aussi dans la question écologique, il est important, oui, certes pour suivre le donneur d'ordre européen, et là se pose la question du financement, c'est-à-dire comment aussi intégrer les critères ESG dans la gestion de la performance, comment adapter les textes de loi et concernant justement la question du financement. Les mesures fiscales pour encourager aussi l'investissement dans le secteur, le passage de l'informel au formel dans la chaîne de valeur, notamment que ce soit dans l'amont ou dans le cœur de la production ou en aval. Donc, il y a la question du financement, il est justement très présente, et du capital investissement, il est très présent justement dans le repositionnement, ou bien le renforcement du positionnement du Maroc dans cette industrie. Et ce sera ma dernière question, ou avant-dernière, les scénarios de positionnement, Salem Rabani. Je pense que le scénario pour le Maroc est naturel. Il s'inscrit dans la continuité du mouvement lancé depuis 20 ans. Accroissement des volumes, approfondissement des chaînes de valeur présentes au Maroc, notamment dans le métal et le plastique. Une opportunité
dans le métier de l'électronique et ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, mais qui est en fait du codage et de l'informatique. Le Maroc, là-dessus, a des atouts. Le secteur de l'offshoring a prouvé, je dirais, la valeur des ressources humaines marocaines et leur habilité dans le secteur de l'informatique. Donc là, il y a une opportunité pour nous. Et comme on a pu le dire, une opportunité de diversification de marché qui devrait passer par l'accueil d'un troisième et quatrième constructeur. C'est un défi qui est lancé depuis de nombreuses années, qui a été relevé par M. Moulay Hafid Lalami avec succès pendant un certain temps, qui est repris maintenant par le ministère de l'Industrie. Il y a des informations pour l'arrivée d'un troisième, voire quatrième constructeur, sachant que nous avons déjà BYD qui est présent au Maroc, mais dont, je dirais, le projet est encore en phase d'études et qui n'est pas encore franchement lancé. Nous aurions intérêt à accélérer sur ce projet-là, puisque BYD est un acteur majeur de l'électrification automobile, et en ce sens, il pourrait nous ouvrir tout un pan qui aujourd'hui, il est vrai, nous ne touchons pas. Et notamment dans cet écosystème, quand vous parlez, c'est-à-dire d'équipementier. Exactement. Un mot là-dessus, Hissam Bkri, je vous vois sourire sur ce qui vient d'être dit et ce positionnement, parce qu'on parlait déjà pendant la crise Covid d'un positionnement du Maroc dans la chaîne de valeur mondiale. Est-ce qu'il y a eu du nouveau par rapport à cette ambition-là pendant le Covid et pendant cette crise Covid-19 ? Et aujourd'hui, avec une autre crise qui se présente, comment s'orientons-nous ? Justement, en fait, il y a aujourd'hui, en fait, il y avait ce scénario de renforcement du positionnement du Maroc, de l'industrie automobile marocaine dans les chaînes de valeur, bien sûr sous les effets de la crise et sous l'hypothèse justement d'une restructuration, une régionalisation de la production plutôt qu'une mondialisation. Et là, la crise ukrainienne, depuis la crise Covid, on parle justement de cette empilation des crises. La crise aussi en Ukraine, elle renforce la position en fait du Maroc comme terrain de réception d'investisseurs, notamment européens. Donc l'hypothèse de la régionalisation, elle est encore très présente et ça représente une très grande opportunité pour le Maroc, bien sûr, qu'il faudrait saisir. Maintenant, juste en complément à ce que disait Serpani concernant justement ce positionnement et le renforcement du positionnement du Maroc dans cette chaîne de valeur, il y a la question de la formation qui est aussi très importante. C'est-à-dire aujourd'hui, si on veut assurer une transition des processus de production au sein, par exemple, de la Smart Factory qu'évoquait M. Pani tout à l'heure, de la digitalisation, c'est-à-dire une transformation digitale des organisations et des filières aussi, industrielles bien entendu. Il faut préparer le capital humain pour réaliser cet objectif. Si on veut accompagner la transition aussi écologique, si on veut recevoir plus d'investissements, notamment dans l'électronique, je pense que la formation jouerait un rôle crucial dans l'industrie. C'est un travail qui est déjà en œuvre par l'AMICA. Il y a la formation, mais il y a aussi le rôle des universités, le rôle du positionnement dans la recherche et développement pour qu'on élargisse aussi notre positionnement sur la smart curve, la smile curve de la chaîne de valeur, c'est-à-dire se positionner aussi en amont dans la conception et dans la recherche, développement et innovation. Et là, je réitère en fait l'appel dans les recommandations en fait du policy paper à renforcer aussi le rôle et les partenariats avec les universités pour préparer le capital qui demain pourrait concevoir
concevoir dans l'industrie et dans la filière automobile. Mais il s'agit aussi d'inclure tous ces policy papers et ces études et tout court, tout simplement, d'inclure les recherches et les chercheurs dans cet écosystème industriel. Un mot là-dessus pour terminer, Salem Lobani. Alors, merci au professeur pour ses appels du pied en faveur de la R&D que nous soutenons complètement. Dans le cabinet, nous avons la prétention de faire un peu la passerelle entre ce monde académique de recherche, que ce soit d'études stratégiques ou d'études plutôt technologiques, je dirais le monde de l'industrie, qui est un monde plus pragmatique et qui résonne plutôt sous le format de l'équation économique qui est une équation légèrement différente. Alors, pour revenir au point qu'évoquait le professeur Fsa, en l'occurrence, effectivement, le Maroc est parti tout d'abord d'une position plutôt de producteur de pièces automobiles, de composants automobiles, voire d'automobiles. Lors des années 2000-2020, on a assisté à l'intégration, je dirais, de l'ingénierie au niveau marocain, ce qu'on appelle dans le métier l'industrialisation. Donc ce sont les ingénieurs et les départements qui définissent les process de fabrication, qui est déjà considéré dans le métier comme étant de la R&D. De la même manière que dans les semi-conducteurs, il y a des machines qui fabriquent les semi-conducteurs. Dans l'automobile, la place de la machine est importante. Et petit à petit, peut-être pas assez vite, effectivement, le Maroc aujourd'hui commence à développer des produits dans l'automobile. On peut citer dans le câblage, donc des départements de développement produit qui sont installés au Maroc, notamment chez Aptiv, chez Léonie, mais également chez Yazaki. On a également le bureau d'Altran ou l'entreprise Altran qui s'est associée avec Magna et Capgemini qui sont également associés avec Stellantis et qui ont aujourd'hui environ, sous une casquette ou une étiquette, environ 3000 ingénieurs donc installés au Maroc qui travaillent sur du développement produit. Alors peut-être pas sur de la recherche fondamentale, bien évidemment, puisque dans l'automobile, on est plutôt sur de la recherche appliquée, mais qui travaille sur du développement produit. On peut citer le plus fameux et qui est aujourd'hui, on est fiers d'en parler, c'est l'AMI, donc l'AMI de Stellantis, cette petite voiture électrique qui est aussi badgée Opel, a été conçue par des ingénieurs marocains au Maroc sous le chapeau de Stellantis et il me semble de Capgemini ou Altran, je ne sais plus et je m'en excuse par avance. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup Salem Lobani d'avoir apporté beaucoup d'éclairage autour de ce secteur de l'industrie automobile. Merci. Je rappelle que vous êtes dirigeant et fondateur du cabinet de conseil en industrie automobile ITMC. Merci beaucoup et merci au professeur également de Nice. Je la remercie également. Merci professeur Fsa Bekri. C'est un plaisir de vous accueillir comme d'habitude. Merci à nos... Merci à vous. Merci à nos chers téléspectateurs pour leur fidélité à l'émission Questions d'actu. Je vous souhaite une très bonne soirée.